Plaisir donc de vous rappeler que Simon Scheffer est membre émérite du Darwin College de Cambridge. Il a coédité la collection The Brokered World en 2009 et a publié La Fabrique des sciences modernes, publié au Seuil en 2014. Il a publié des études sur les sciences astronomiques en Asie du Sud à l'époque coloniale et il nous propose une étude sur un voyageur indo-persan dans l'Europe des Lumières, désorientation des savoirs et des sciences. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très reconnaissant pour l'invitation généreuse. Vu que le thème de mon intervention est le lien entre voir et lire, est-ce que vous pouvez lire ce que j'affiche ici? Parce que sinon, je vais le lire moi-même. À peu près. D'accord. Commençons. Il est difficile d'imaginer un personnage dont les premières impressions excitent plus naturellement la curiosité qu'un voyageur asiatique en Europe. La connaissance la plus commune a tant de valeur que l'orgueil de l'homme est secrètement satisfait par la surprise d'un étranger devant des objets qui nous sont familiers, même lorsque cette surprise ne nous confère aucun mérite. L'Asiatique apporte avec lui un jugement suffisamment cultivé pour distinguer nos habitudes des siennes. Un esprit pour lequel les objets qu'il rencontre ne sont pas si nouveaux qu'ils soient incompréhensibles, bien qu'ils soient si différemment modifiés par leur forme et leurs circonstances de ceux auxquels il est habitué qu'une autre planète pourrait difficilement produire une plus grande variété. Fin de citation. En 1810, en pleine guerre contre les Français, un compte-rendu élogieux d'un récit indo-persan sur les mœurs et les connaissances des Britanniques envisageait cette rencontre comme une sorte de dépêche venue d'une autre planète. De tels changements de perspective cosmologique ont, bien entendu, préoccupé les commentaires sur les récits de voyageurs venus d'ailleurs à l'Europe au cours de la première modernité. Comme Claudine Leblanc a bien insisté, on peut les considérer comme des formes d'inversion productive. L'intérêt ici porte sur ces énigmes de l'inversion et sur les subtilités du choix de point de vue, qui impliquent des visions du monde définies à partir d'une position d'observation hautement élaborée et organisée rétrospectivement. Les échanges se transformèrent en questions de regards croisés. Comme le dit Mirza Sheikh Ittessamuddin en Grande-Bretagne en tant que délégué politique du régime moghol en 1766 jusqu'au 1768, et je cite, « Quelle ironie que moi, qui étais allé là-bas, c'est-à-dire en Angleterre, pour profiter d'un spectacle, moi, je suis devenu moi-même un spectacle. » Fin de citation. L'hypothèse ici est que toute une série de pratiques scientifiques ont nourri l'intérêt pour le regard et sa place dans l'espace et le temps. L'astronomie, je dois avouer que je suis historien des sciences, hélas. L'astronomie me semble à propos en raison de son choix de position d'observation et de son entreprise d'analyse rétrospective de l'expérience. Cette science modèle de l'âge des Lumières lorsque ces voyageurs indo-persans atteignent la Grande-Bretagne
a fourni des ressources pour des inversions d'une vision complexe. Ces voyageurs étaient choisis parmi les administrateurs érudits dont les positions au sein du système moghol étaient en pleine transformation lors des crises politiques dans le nord de l'Inde et de l'agression de la Compagnie des Indes orientales anglaises. Pour ces protagonistes, comme l'a soutenu le grand historien, mon gourou, Chris Bailey, et je cite, « La science du gouvernement dans le monde indo-islamique était une science incarnée et physique. » Fin de citation. Elle était étroitement liée à des disciplines telles que les sciences astrales et la médecine. L'autorité impériale s'affaiblissant, les érudits administrateurs entrèrent dans les gouvernements régionaux de Awadh à Lucknow, de Murshidabad au Bengale ou au sud à Hyderabad. Beaucoup entrèrent au service de la Compagnie des Indes orientales. Ils obtinrent rapidement un statut de subordonné de la politique sud-asiatique de la Compagnie, et la Compagnie encouragea leur utilisation comme émissaire. Je m'excuse, c'est absolument illisible, j'imagine. Ouais. N'importe. C'est passionnant, mais c'est invisible. S'il y a un corpus, je sais que c'est un mot français absolument fascinant. S'il y a un corpus ici, voici, je te jure, 4 des voyageurs parmi les plus importants que j'ai choisi d'étudier. Citons par exemple Mirza Sheikh Ihtisamuddin, issu d'une famille persane née au Bengale, puis envoyé en Grande-Bretagne en 1766, avant de travailler comme agent de la compagnie auprès des Marathas, dans les années 1770, qui a produit un récit très célèbre sur l'Europe, récemment analysé brillamment dans un chapitre par Florence de Souza. Deuxièmement, Munshi Ismail, qui travailla brièvement pour la compagnie à Murshidabad, puis se rendit à Londres en 1772, et le plus célèbre, Mirza Abu Talib Khan, né dans une famille perse de Lucknow, qui travailla comme administrateur à Murshidabad et à Awadh avant de s'embarquer pour la Grande-Bretagne en 1799 et de produire à la fin de sa vie à Kolkata un récit publié ensuite en anglais en 1810 et 1814, je crois, et en français en 1811 et 1819. Il y a un quatrième exemple, le troisième dans la liste, consacré en particulier à l'astronomie. C'est lui le personnage qui est au centre de mon intervention. Il s'agit de Mir Muhammad Hussain, qui travailla à Murshidabad avant de s'embarquer pour la Grande-Bretagne en 1775, où il passa 1 an avant de retourner en Inde via l'Égypte en 1777 et de travailler finalement comme agent de la Compagnie des Indes orientales à Hyderabad. Leurs récits de voyage furent rédigés après ces voyages, je souligne, après ces voyages en persan et moins souvent en arabe, et restèrent sous forme manuscrite en circulation dans le sous-continent. La forme de ces récits n'était certainement pas dictée par la politique britannique. Au contraire, les récits de voyage indo-persans avaient une longue histoire dans les cultures de quête spirituelle et de récits de merveilles venus des pays étrangers.
Mir Muhammad Hussein décrivait la Grande-Bretagne comme une, je cite, terre pleine de merveilles. C'était le 18e. C'est pas vrai maintenant, mais à ce moment-là, apparemment, c'était une terre pleine de merveilles. Et je cite, il n'y avait pas de terre au monde qui puisse être aussi riche en termes de science. Fin de citation. À Londres, à la fin du 18e, ces voyageurs accordaient, et c'est le clou de mon argument, ils accordaient une attention particulière aux vues, aux façades des bâtiments, à la perspective de la ville, aux mascarades, comme à gauche, où les citoyens se déguisaient, ou au panorama, à droite, dans lesquels les spectateurs, comme vous pouvez voir, étaient astucieusement placés de manière à pouvoir posséder une vue d'ensemble de la scène dans son ensemble. De telles vues indo-persanes de l'Europe étaient écrites depuis les dernières décennies du XVIIIe, mettant souvent en scène un auteur qui voyageait avec un fonctionnaire de la compagnie. Les historiens Muzaffar Alam et Sanjay Subramaniam soutiennent que leur forme était moins stricte, moins disciplinée que les apodémiques européennes. Le cadrage de la position de la vision était donc crucial. Dans ses commentaires sur les récits de Ite Samuddin et de Abu Talib, l'éminent politologue Partha Chatterjee a soutenu que ces voyageurs ne connaissaient pas l'anglais lorsqu'ils sont partis de l'Inde. Je cite Chatterjee. Ils n'avaient pas non plus de carte mentale imprimée dans leur esprit, leur indiquant comment l'Angleterre devait être perçue. Fin de citation. Mais au contraire, l'éminente spécialiste de littérature Najiba Arif soutient que ces voyageurs en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe, je cite, ont apporté avec eux une compréhension sophistiquée des sociétés occidentales. Fin de citation. La question se pose donc autour des notions de prédisposition et d'attente, de rencadrage, dans les détails des perspectives adoptées par les observateurs mobiles et de la manière exacte dont l'expérience de la rencontre a été réorganisée dans l'écriture. Certains ont avancé que si ces observateurs n'avaient aucun sentiment d'infériorité par rapport à la culture britannique, beaucoup admiraient et reconnaissaient la supériorité des sciences et des techniques européennes et surtout britanniques. Cette reconnaissance a certainement souvent été l'une des raisons du voyage. À l'époque, ce problème d'observation affectait également les commentaires britanniques sur ce qu'écrivaient les Indo-Perses. Un critique londonien que j'ai reproduit là-bas a concédé que, et je cite, « Nous avons été complètement saturés de voyages européens, de personnages asiatiques fictifs. Et nous nous sommes laissés aller à imaginer sans réfléchir qu'il pourrait être très instructif d'écouter les remarques faites à notre sujet par un autochtone. Mais comment cet avantage peut-il naître? Est-il impossible de savoir sans son témoignage si nous avons progressé au-delà des Asiatiques dans les arts, les sciences et d'autres réalisations de la civilisation, si peut-être la philosophie newtonienne est fondée sur la démonstration, point d'interrogation, fin de citation. Je supprime ce
tout ça pour être un peu plus court. Revenons enfin à Mir Muhammad Hussein. J'ai décidé, il écrit en arabe, de me rendre aux mines de ces arguments, de ces sciences qui seraient les différents pays occidentaux. Fin de citation. Mir Muhammad Hussein était membre d'une éminente famille indo-persane qui avait émigré d'Isfahan en Inde au début du XVIIIe. À Lucknow et à Murshidabad, il devint un hakim éminent, c'est-à-dire une autorité médicale, tout en cultivant l'érudition et la poésie au cours de son service auprès des autorités. Son ami Abu Talib, qui a également composé d'importantes œuvres sur l'astronomie européenne, jugeait Mir Muhammad Hussein, et c'est absolument frappant, l'Aristote d'Islam. Apparemment. D'autres écrivains indo-persans louaient sa maîtrise des sciences tout en condamnant son irréligion. Dans les années 1770, il établit les relations étroites avec le régime de la compagnie à Kolkata. Je cite, « J'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un groupe d'éminents scientifiques anglais et mes interactions ont duré quelques années. La plupart de nos discussions étaient fondées sur des recherches récentes en astronomie et en les sciences de la Terre, notamment en ce qui concerne la circonférence de la Terre et tout ce qui y vit et y habite. » Au début de 1775, le gouverneur général de Bengale, Warren Hastings, décida d'envoyer un jeune administrateur écossais, le nom Alexander Elliot, un expert personniste, à Londres pour représenter ses intérêts auprès des directeurs de la compagnie. L'historien bengali contemporain, c'est-à-dire du fin du XVIIIe, Ghulam Hussain Khan, a écrit que, je cite, « Dans la sincérité de ses paroles et la bienséance de sa conduite, M. Elliot avait peu de rivaux parmi ses propres compatriotes ainsi que parmi les Indiens. » Fin de citation. Au mois d'août 1775, Elliot et Mir Muhammad Hussein partent pour la Grande-Bretagne. Selon Ghulam Hussain Khan, l'intention du hakim était, je cite, d'acquérir des connaissances, de voir le monde et d'enquêter sur les découvertes que les érudits de ces régions, c'est-à-dire les Européens, avaient faites dans la science de l'astronomie. Fin de citation. Elliot a assuré à son compagnon qu'il, je cite, se servirait de lui comme d'un ami et que sa fortune me serait rappelée à mon retour, de sorte qu'il ne sera pas traité comme un serviteur, mais comme un égal. Fin de citation. Après une terrible tempête dans l'Atlantique du Nord, le navire entra dans le port de Lisbonne, une terre que Mir Muhammad Hussein décrivait comme un deuxième paradis. C'est un signe de la férocité de l'orage, je crois. D'où les voyageurs se dirigèrent par voie terrestre vers Londres, qu'ils atteignirent en mars 1776. Les deux hommes passèrent un an en Grande-Bretagne. Elliot présenta le cas de Hastings au directeur de la compagnie, tandis que Mir Muhammad Hussein voyagea peut-être plus au nord sur les navires britanniques et certainement étudia l'astronomie à Londres. Je cite, « Au cours de mes longues réunions et conversations, j'ai découvert de nouvelles idées
et de nouvelles découvertes sur la mécanique céleste, les corps célestes, la nature du globe, la vie sur Terre. Le retour en Inde en pleine guerre avec la France à partir de mai 1777 les conduisit à Marseille et à travers la Méditerranée jusqu'en Égypte, où, apparemment, selon les admirateurs, Mir Muhammad Hussein devint, et je cite, aussi célèbre que Joseph. Fin de citation. C'est-à-dire très, très célèbre. Il gravit les pyramides, observa les gens et les animaux sur le sol à travers une longue vue. Mes yeux perspicaces étaient illuminés par la vue de merveilles antiques. Fin de citation. Il rapporta en Inde des échantillons d'un bras momifié. Je ne sais pas si c'était blanc, jaune, dont il enregistra les coutumes funéraires pharaoniques qu'il témoignait. En octobre 1777, il était de retour à Kolkata. Durant la dernière décennie de sa vie, Mir Muhammad Hussein travailla en étroite collaboration avec la Compagnie des Indes orientales. Il fournissait à ses responsables des versions de textes juridiques, historiques, médicaux en persan et agissait en tant que délégué à Lucknow, puis à Hyderabad. Il proposa sans succès à la compagnie de traduire les textes scientifiques en persan. Selon Ghulam Hussain Khan, il ne parvint pas non plus à convaincre les notables indo-persans de Murshidabad de financer ses recherches. Poussé par des questions sur l'astronomie européenne posées par son très proche ami Maulvi Abdul Qadir Jampuri, un agent politique et érudit de Kolkata, Mir Muhammad Hussain rédigea alors un compte-rendu arabe, c'est-à-dire érudit, de la géographie européenne et de l'astronomie britannique. C'est le premier texte sur l'astronomie newtonienne écrit en Inde, je crois. Et c'est jamais publié, c'est jamais rédigé. Ça reste en manuscrit à Londres et en Inde et au Pakistan. Et le projet, c'est précisément de faire les traductions des textes qui sont ou en perse ou en arabe. Il y a aussi une version assez corrompue en ourdou et de l'accompagner avec un commentaire. À Hyderabad, il produisit une version persane rendant, ce sont ces mots, rendant son visage visible à la fois au public averti et au grand public. Ce texte, comme j'ai déjà indiqué, n'a jamais été traduit en anglais ni publié. Plusieurs exemplaires subsistent. Le texte était composé de 2 sections substantielles. La première moitié, un résumé de l'histoire et de la géographie européenne depuis le XVe siècle, époque à laquelle, selon lui, l'invention de la boussole, la découverte des Amériques, la réforme de Luther et de Calvin se sont combinés pour produire une transformation radicale de l'ordre du savoir. Insistant particulièrement sur le changement de point de vue, Mir Muhammad Hussain expliquait comment ce déplacement, je cite, a fait apparaître au grand jour des points cachés même aux grands esprits et a fait tomber tous les voiles. Et a fait tomber tous les voiles. Fin de citation. Dans cette mutation des perspectives, selon lui, les cieux se sont transformés en un autre ciel, la terre en une autre terre. Gulfishan Khan, l'historienne
indispensable de ces processus, a affirmé qu'il s'agissait de ce qu'elle appelait le premier portrait intellectuel de l'Europe produit dans le cadre de la tradition indo-persane. Bien que l'ouvrage reconnaisse la dette européenne envers la tradition islamique, surtout celle transmise par Al-Andalus, par Andalusia, il s'est davantage attaché à décrire les mécanismes tels que l'impression, la navigation, par lesquels le savoir cosmologique moderne, c'est-à-dire newtonien, a été diffusé et organisé. Cela nous conduit enfin à la deuxième partie de l'ouvrage, beaucoup plus longue, qui décrit en détail le système solaire, l'ordre des planètes, des étoiles fixes, le mouvement des comètes, la pluralité des mondes habités. Le récit débute par une explication élogieuse des télescopes les plus récents, précisément comme l'instrument qu'il a utilisé autour des pyramides. Cas après cas, Mir Mohammed Hussein explique le système mondial comme un résultat de vision améliorée et modifiée. Il écrit sur l'observation télescopique des montagnes lunaires, des taches solaires, la distinction entre étoiles visibles et télescopiques, l'existence des planètes invisibles autour des étoiles lointaines. Je cite, « Le but de cette longue discussion est de souligner que bien que le nombre des étoiles visibles sont dénombrables, leurs dimensions sont si vastes qu'elles ne peuvent être vues avec un instrument, car leurs dimensions sont infinies, alors que la puissance des yeux est limitée. » Pour conclure, l'exposition de Mir Mohammed Hussein sur l'astronomie moderne s'inspire en détail tant pour les exemples que pour les données de l'ouvrage le plus lu sur l'astronomie newtonienne à Londres, Astronomy Explained upon Sir Isaac Newton's Principles, de l'astronome et fabricant d'instruments James Ferguson. Mir Mohammed Hussein possédait certainement au moins 2 exemplaires de ce livre, dont un qu'il semble avoir obtenu à Kolkata et un autre qu'il a emporté de Londres à Kolkata et ensuite à Hyderabad pendant qu'il rédigeait son exposé en persan. Ferguson a incité Mir Mohammed Hussein à faire l'éloge, je souligne, de la vision pénétrante et éclairée de Newton. Il ne serait pas exagéré de dire que la nature avait révélé à Newton les clés de ces mystères et qu'il était devenu le découvreur de ces secrets. Au vu, enfin, de la prédominance de la dimension optique dans cet ouvrage remarquable de voyage et de théorie, il est donc enfin intéressant de noter la présence maintenant, aujourd'hui, au musée de Londres, de cet exemplaire de Panorama de Londres. L'original est 2,50 cm, c'est immense. Et je vous présente un extrait qui est couvert par les annotations en persan. Le panorama a été réalisé à Londres en 1767, c'est-à-dire pendant la visite de Mir Mohammed Hussein. C'est couvert d'annotations persanes. Quelques indices pourraient suggérer que cet objet-là s'agit de l'œuvre de Mir Mohammed Hussein lui-même. Le panorama a été acquis par le musée à Hyderabad. La langue correspond clairement à une version indienne du persan. Elle accorde une attention particulière, comme vous pouvez voir ici, au siège de la Compagnie des Indes orientales à Londres et la date de réalisation des annotations
coïncide avec la période où notre voyageur était à Londres. Mais l'attribution de ces annotations à Mir Muhammad Hussein reste complètement conjecturale. Mais elle est, en fin du compte, suggérant qu'elles ont été faites sur un panorama, ce mode de regard si caractéristique de l'âge des Lumières, consistant précisément à présenter une vue définie en perspective aux yeux d'un observateur de l'Asie du Sud mobile. Je vous remercie. Merci beaucoup.